Donc bonjour, je m'appelle Marjolaine Gosset, je suis dentiste à l'hôpital Charles-Foix à Ivry-sur-Seine et je travaille depuis de nombreuses années avec le docteur Franck Decup. Tous les deux, nous portons une consultation qui est destinée aux patients avec une sécheresse buccale, tout particulièrement dans le cas d'un syndrome de Gougerot-Sjögren. Et on a souhaité avec vous partager des informations pour permettre aux praticiens en omnipratique dans son cabinet de ville de mieux dépister le syndrome de Sjögren, car il y a de fortes conséquences au niveau bucco-dentaire et nous avons vraiment un rôle pertinent et très important pour le dépistage de ces syndromes chez les patients. Donc ce module va s'articuler en 2 capsules vidéo. Cette première pour mieux comprendre comment dépister la maladie. Une seconde sera suivie par le docteur Decup et permettra de mieux comprendre les spécificités de traitement à appliquer lorsqu'on est amené à prendre en charge ces patients en cabinet de ville ou à l'hôpital. Donc tout d'abord, un petit rappel sur le syndrome de Gougerot-Sjögren. Il en existe 2 grandes formes. La forme dite primitive, c'est-à-dire qu'il y a un syndrome de Gougerot-Sjögren et il n'y a que ça en termes de maladie auto-immune, ou une forme associée, c'est-à-dire associée à d'autres pathologies auto-immunes. Dans la forme primitive, il s'agit d'une maladie systémique, auto-immune, chronique rare, d'où l'importance du dépistage par le dentiste, qui se caractérise par un dysfonctionnement de toutes les glandes exocrines, ce qui va se manifester de façon très évidente chez le patient par une manifestation de sécheresse oculaire et salivaire. Ça touche 1 à 5 cas pour 10 000 personnes en France et avant tout des femmes, 90% des cas sont des femmes, à un âge autour de la ménopause, il y a souvent un diagnostic porté entre 50 et 60 ans. Au niveau des formes associées, on les trouvera dans ce cas-là associées à une maladie auto-immune de type polyarthrite rhumatoïde, lupus systémique et autres. Ça va se caractériser par des manifestations glandulaires avec des sécheresses, ophtalmiques, les patients se plaignent d'yeux qui grattent, cutanées, je ne transpire pas, vaginales, pulmonaires avec notamment également des nez secs, mais également des sécheresses au niveau oral, buccal et des patients qui évoquent très souvent avoir le besoin de boire de l'eau. On parle ainsi d'une triade clinique aspécifique, ce qui rend très complexe le dépistage pour un omnipraticien et qui explique la démarche qu'on va vous proposer après. Les conséquences cliniques les plus fréquentes retrouvées vont être les sécheresses, associées à un syndrome d'asthénie, c'est-à-dire de fatigue très intense sans raison évidente de cette fatigue, et de douleurs qui peuvent être chroniques et qui peuvent être musculo-articulaires, avec une partie neurogène. L'ensemble de ces éléments vont avoir des conséquences psychiques chez le patient et dans la qualité de vie qui va être considérablement altérée. Ceci peut entraîner des affections longue durée ou tout du moins des arrêts de travail avec des conséquences également socio-économiques importantes pour le patient qui pourront avoir des répercussions pour sa prise en charge et son suivi. Ces formes cliniques peuvent être associées à des manifestations dites extraglandulaires, donc d'autres organes qui seront touchés. Ce n'est pas systématique. Il peut y avoir des affections pulmonaires, cardiovasculaires, par exemple, ou éventuellement une évolution en cancer de type lymphome, qui sont plus rares et qui sont par contre sévères. Il faut bien comprendre que lorsqu'il y aura une absence de salive dans le cadre d'un syndrome de Gougerot-Sjögren, ça va avoir de fortes conséquences dans la bouche. Et donc cette petite diapositive vise juste à vous rappeler l'importance de la salive dans l'équilibre de la bouche, avec l'importance des 3 glandes salivaires et notamment de la glande parotide pour produire la salive au fur et à mesure de la fonction de la bouche. Cette salive, on sait qu'elle exerce beaucoup de fonctions qui vont servir à la protection des dents, des muqueuses, parodonte, langue, lèvres, joues, avec des contrôles de la flore pathogène, un rôle sur les perceptions gustatives et la sensation par exemple, une lubrification, un pouvoir tampon, une reminéralisation. Toutes ces fonctions sont ici à nouveau présentes et on comprendra bien que lorsqu'on aura un problème de défaut de quantité de salive, on va avoir des conséquences importantes sur la bouche du patient. Celles-ci sont ici présentées. On va avoir des patients en cas de sécheresse buccale qui vont présenter une maladie carieuse accrue et plus sévère, avec notamment des atteintes carieuses dites atypiques. C'est-à-dire qu'au lieu de se développer au niveau des surfaces anfractueuses et sous les points de contact, ces caries vont se développer sur des surfaces dentinaires, très souvent collées, avoir des caries qui vont être dites rampantes, qui vont finalement beaucoup s'étendre sur ces surfaces et évoluer très rapidement.
De plus, du fait de la sécheresse buccale, le risque cario reste élevé dans le temps et vont être associés à des échecs de soins beaucoup plus importants chez les patients, comme on peut le voir ici notamment. Il y aura également des conséquences en termes d'usure. Le fait qu'il n'y ait pas de salive va empêcher la protection de cette salive contre les acides qui sont apportés par l'alimentation. Ces patients présentent également un reflux gastro-œsophagien plus important et donc il y aura une fonte des dents par érosion accrue, mais également un phénomène d'attrition par le fait que lorsqu'il n'y a pas de salive, les surfaces pourront moins coulisser les unes sur les autres puisqu'il n'y a pas de lubrifiant, les frottements sont plus importants et donc les dents mécaniquement frottant plus vont plus s'user. Et on se retrouve avec des tableaux très sévères d'usure répartis sur les dents, en général, que ce soit sur les surfaces occlusales ou ici les surfaces vestibulaires. De plus, il y aura également des conséquences au niveau des muqueuses orales, avec par exemple une langue plicaturée, qui peut être également dépapillée, qui peut être douloureuse, et des candidoses, notamment sous-prététiques accrues, et des perlèches accrues également chez les patients. En ce qui concerne le parodonte, globalement, on ne retrouve pas chez les patients qui sont atteints d'une sécheresse buccale dans le cadre d'une maladie de Sjögren plus de parodontite, mais on retrouve tout le temps une inflammation plus sévère sous l'état de sa gingivite ou sous l'état d'une gingivite dans le cadre d'une maladie parodontale plus avancée. Et donc on aura un aspect vernissé, vif de la gencive qui est ainsi sèche dans la bouche du patient. Globalement, le cumul de ces facteurs peut faire qu'on a amené régulièrement au sein de notre consultation à recevoir des patients qui sont pourtant en soins réguliers chez des praticiens pour des tableaux cliniques extrêmement sévères, alliant ces inflammations gingivales, des caries très sévères, des usures très sévères, avec des impacts sur la qualité de vie, l'esthétique et la fonction qui sont importants et une complexité à la réhabilitation qui sont extrêmement importants. Et la spécificité de prise en charge vous sera ensuite présentée par le docteur de Cup. Là, on va s'intéresser à comment réagir lorsqu'on a des situations plus débutantes ou très avancées pour entamer une démarche diagnostique et évaluer si possiblement il pourrait y avoir un syndrome de Gougerot-Sjögren. Alors tout d'abord, il va falloir faire attention aux signes d'alerte qui vont être rapportés par le patient ou qu'on pourra observer. Les signes d'alerte peuvent être rapportés par le patient lors d'entretien clinique. Il est fort probable que le patient dise qu'il a du mal à parler longtemps, qu'il a l'impression d'avoir la bouche sèche, voire de façon très extrême que sa langue reste collée à son palais ou que la nuit il se réveille en permanence pour boire. Tout ça, ça va être des indicateurs de la xérostomie. La xérostomie, c'est la sensation d'une bouche sèche. La xérostomie n'équivaut pas toujours à l'hypocialie, c'est-à-dire la réelle diminution du flux salivaire. Les deux sont très liés et on va essayer d'évaluer comment on peut faire la distinction entre les deux. Généralement, lorsqu'on aura une réelle sécheresse buccale, une réelle hyposialie, le patient ne pourra plus manger des aliments, notamment des aliments secs, sans avaler de l'eau en même temps. Il y a certains aliments qu'il va enlever de son alimentation car il n'est plus capable de les déglutir. Souvent également, il est réveillé la nuit par la sécheresse et il est obligé de boire de multiples fois. De plus, il va rapporter que cette sensation est quotidienne depuis une certaine période, généralement plus de 3 mois. Ces questions doivent éveiller du coup une démarche plus poussée chez vous. Cependant, on sait qu'il y a plein de conditions qui peuvent être associées également à une sécheresse buccale qu'il va falloir aller rechercher. Est-ce que le fait que le patient ait moins de salive peut être lié à la prise de certains médicaments cialoprives, tels que les antidépresseurs ou des neuroleptiques? Est-ce que le patient est un fumeur de façon importante? Est-ce que c'est une personne âgée de plus de 65 ans qui sont souvent en déshydratation parce qu'elles boivent plus assez d'eau, parce qu'elles n'ont plus la sensation de manque d'hydratation et que le vieillissement s'accompagne de cette déshydratation? Est-ce qu'il y a une irradiation des glandes salivaires en raison d'une radiothérapie dans le cadre de traitement d'un cancer cervico-facial? Y a-t-il d'autres pathologies telles qu'un diabète déséquilibré qui va s'accompagner de comportements alimentaires modifiés et de sécheresse buccale, ou la présence de maladies auto-immunes ou inflammatoires associées à des sécheresses buccales? Il faudra lors de l'entretien clinique évaluer l'ensemble de ces éléments. Si on ne les retrouve pas, on pourra effectivement avoir plus tendance à rechercher une autre cause telle que le syndrome de Sjögren. Deuxième élément qui doit vous alerter, c'est des éléments qu'on va observer lors de l'observation clinique de la bouche du patient. Et notamment si on voit un tableau clinique
telle qu'on vous l'a montré, disproportionnée par rapport à l'âge ou aux habitudes du patient. Des situations comme je vous les ai montrées, parfois on les a observées chez des gens qui avaient 20 ans et qui avaient des formes juvéniles, qui sont encore plus rares mais qui existent. Si le patient a des régimes alimentaires non fractionnés, très limités, des apports en fluor, et qu'il n'a pas d'autre raison, il faudra questionner le fait qu'il puisse avoir une sécheresse buccale pathogène. L'ensemble des caractéristiques, nous les avons déjà vues, les caries atypiques, les usures sévères, l'inflammation gingivale, les candidoses. Mais vous pouvez également observer la salive du patient, qui sera en ce cas plus épaisse, bulleuse, voire filamenteuse, voire non visible, associée à une sécheresse des tissus. Un autre élément, ça peut être une histoire ou une présence, le jour de la consultation, d'une inflammation des glandes salivaires qui va être très souvent retrouvée dans le cadre d'un Sjögren, notamment lors des premières phases avant même le diagnostic de la maladie. Cette inflammation des glandes salivaires va être due à un défaut d'échappée de la salive qui est trop épaisse de la glande salivaire par le canal dans la bouche, et qui peut être aussi accompagné d'une remontée de bactéries le long du canal qui pourra infecter ces glandes salivaires. C'est un second signe d'appel. Face à cette situation, il faudra toujours se demander si le patient n'a pas de médicament cialopril ou est très âgé ou autre, s'il s'agit devant nous d'une femme autour de 40 à 60 ans, et lui poser des questions concernant d'autres signes cliniques qu'il pourrait présenter et qui sont caractéristiques d'une maladie de Sjögren, telles que l'asthénie, la présence d'autres sécheresses, nous avons parlé de sécheresse oculaire, nasale, cutanée, la présence de douleurs dans les membres, plus précisément aux articulations et aux muscles, rechercher l'histoire récente de parotidite, et comme c'est une maladie auto-immune, on peut rechercher s'il y a une histoire de maladie auto-immune chez le patient ou chez des apparentés du patient, avant tout lorsqu'ils sont dits du premier degré, c'est-à-dire père, mère, frère et sœur, tels que par exemple une polyarthrite rhumatoïde, une maladie d'Hashimoto, un lupus par exemple. Les signes oculaires, on peut poser des questions précises pour les rechercher, comme le fait d'avoir les yeux qui grattent, ne pas supporter l'air climatisé, d'utiliser des gouttes pour la lubrification des yeux comme des larmes artificielles plus de 3 fois par jour, également l'antécédent, la durée de cette sécheresse oculaire qui serait de plus de 3 mois. Dans ces situations-là, il peut être également intéressant d'objectiver la sécheresse buccale. Ici, il y a 2 présentations de tests qu'on vous propose. Un qui est vraiment réalisable par tout praticien en cabinet, qui n'est pas très précise, mais qui permet d'alerter, qui consiste à faire fondre un morceau de sucre du commerce, dit numéro 4, tel qu'ici représenté dans la bouche. Et si ce sucre ne fond pas complètement en 3 minutes, c'est qu'on a très vraisemblablement une sécheresse buccale. Une autre façon, ça va être de faire un test de sialométrie, c'est-à-dire de mesurer le débit salivaire sur 5 minutes, en faisant cracher le patient dans un tube pendant 5 minutes et en regardant le volume et en le diffusant pour avoir un débit. Normalement, lorsqu'on a un seuil inférieur à 0,3 ml par minute, on a une sécheresse buccale. Et dans la maladie de Sjögren, un des critères diagnostiques est d'avoir une sécheresse inférieure à 0,1 ml par minute en termes de débit. Donc dans ces situations, une sécheresse buccale objectivée, un tableau clinique éloquent, un patient qui présente des antécédents familiaux de maladies auto-immunes et un certain nombre d'autres sécheresses, on pourra adresser le patient. En fonction de l'endroit où on exerce, on n'a pas toujours les mêmes recours. Ça peut être un généraliste ou un rhumatologue qui prennent en charge ces patients en cabinet de ville, ou en service hospitalier un rhumatologiste ou quelqu'un en médecine interne, ou enfin directement au sein de la filière de santé des maladies auto-immunes rares, un centre de compétences ou de référence où l'ensemble des praticiens des différentes disciplines impactées et impliquées pour la prise en charge de ces patients sera présente. Et ces patients seront donc évalués pour vérifier qu'ils sont atteints ou non du syndrome de Sjögren par un certain nombre de tests qui permettront d'objectiver les atteintes oculaires et buccales, mais également des marqueurs systémiques dans le sang, pour valider le diagnostic en fonction de critères de référence internationaux qui sont définis par des organismes européens et américains en rhumatologie. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose 2 articles en français assez simples que nous avons réalisés. Un qui a été publié récemment dans la revue clinique, dans les situations de savoir quand adresser lorsqu'il y a des problèmes de salive. Un second qui a été réalisé par l'équipe de Brest dans l'EMC en 2017 sur la conduite à tenir devant une sécheresse buccale. Et je vous remercie pour votre écoute.